vendredi 29 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Qatar 2024. Au cours des prochaines minutes, on vous donne toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est fraîchement arrivé de Las Vegas. Il était là pour assister au Grand Prix qui se tenait là la semaine dernière dans l'État du Nevada. Il est le pilote du F1 Podcast. Il est le champion de la série américaine F2000. Il est aussi le pilote, le dernier pour l'instant à avoir triomphé sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal lors du Grand Prix du Canada en F1600. Jean-Christophe Trahan, comment ça va? Ça va super bien. Maintenant, avec un bagage supérieur à mon expérience à F1 que précédemment. Avoir pas Ouais. l'expérience de ce circuit-là, c'était assez quelque chose avec l'environnement, mais ça va super bien. Toi aussi? Ben oui, je vais super bien. Puis je suis content que tu as vécu un bel événement. Tu as réussi à avoir des voitures comme celle d'Alex Albon toucher des 369 km à l'heure, ce qui est assez Ouais. incroyable. Donc, en plus de tout vivre, ce qui est exceptionnel aux alentours de Vegas, et après ça, ben, on peut quasiment dire que le dessert à travers tout ça, c'était d'avoir des voitures qui filent à toute allure. Donc, on a eu la chance de s'en parler un petit peu. Tu as aimé ton expérience, tu as vécu quelque chose. On peut dire que c'est magique, hein, Vegas, même sans Grand Prix, mais là, c'est vraiment pour nous autres, là, c'est le summum. D'arriver là, vivre Las Vegas, puis en plus ajouter une course avec des F1 qui déroulent en pleine rue, ça, c'est probablement le meilleur week-end pour être là dans l'année, là. Non, exact. C'est un petit peu irréel, là. Déjà, tu rajoutes la variable après ça, le Grand Prix de F1 à travers ça, la foule qui avait l'engouement, le, je dirais la drôle de juxtaposition des deux mondes en même temps qui font du sens ensemble, mais c'était quand même assez quelque chose, là. En peu de mots, je serais pas vraiment capable de le décrire, là. Ça me prendrait, ça me prendrait un podcast au complet. Ben écoute, je voulais pas trop m'étirer sur Vegas aujourd'hui. Je vais juste te poser une petite question que les gens doivent se demander quand même. Côté trafic, qu'est-ce que ça avait l'air? Est-ce que c'était le bordel? Est-ce que, tu sais, mettons, tu sais, là, on reste pas loin de la métropole de Montréal, toi aussi. Toi, t'es sur la rive sud, t'as déjà resté sur la rive nord, donc du trafic, tu connais ça. Est-ce que c'était pire que ça ou on sont capables quand même de bien s'organiser avec tout ça ou c'est vraiment le bordel, là? L'apocalypse? Honnêtement, tout est légèrement proche, parce que c'est pas très gros, la strip. Notre définition de trafic, nous, c'est comme, tire-toi une bûche, on va être ici pendant 1 heure, mais eux, Ouais. c'est plus comme, mettons, 20 minutes de on bouge pas, puis là, tout d'un coup, ça bouge. OK. Puis c'était pas très gros. Par contre, des boulevards, je dis bien, à comme 6 voies de large de chaque côté, ben ça aide un petit peu, là. Ben oui, Mais on peut quand même voir qu'il y a du trafic qui est causé par ça, même à ça. c'est Mais ça. par contre, faire 2 kilomètres, ça va prendre une quinzaine de minutes. C'est ce genre de truc-là, en auto, là. Donc, pour toi, ça t'a pas trop déstabilisé. Non, non, exact. Non. On a l'impression de revenir à la maison un petit peu moins les très gros hôtels extrêmement illuminés là, qui se sont aveuglantes, là. Puis pas de nid de poule. Ah! Non, vraiment pas. Vraiment pas. Des belles rues fraîchement bitumées, ça. Je suis pas habitué de voir ça non plus. Écoute, on a quelques sujets d'actualité à traverser ensemble avant de tomber dans la journée de vendredi qui se tenait au 14. Il y a le guide de conduite qui a fait parler beaucoup il y a quelques semaines. On avait eu la chance d'en discuter, toi et moi aussi, sur l'épisode de Austin entre Max Verstappen et Lando Norris. Ensuite, ben, ça en est venu plusieurs opinions, autant des partisans de F1 que différents commentateurs, analystes. Il y avait aussi les pilotes, des ex-pilotes qui s'en sont mêlés. Ben, tout le monde avait sa propre petite analyse. Certains allaient dans le camp de dire ça n'a pas de bon sens de ne pas concéder de l'espace à quelqu'un à l'extérieur. Ensuite, on a discuté ici, on a expliqué que la ligne de conduite, eh bien, c'est le point de corde. Si tu arrives en premier au point de corde, ben, à ce moment-là, ce qui se passe, si tu te retrouves à l'extérieur d'un pilote et c'est pas toi qui as le point de corde, ben, c'est à toi de lever le pied et c'est pas ton virage techniquement, donc
trouve ton espace et tu te reprendras plus tard. C'était de tes propres mots aussi, c'était ton opinion aussi que tu m'avais expliqué dans ta façon de conduire, dans la façon que tu l'as appris, dans la façon que tu l'enseignes aussi, c'est pas la meilleure place à te retrouver à l'extérieur dans un virage lorsque tu n'as pas le point de corde. Tu continues là-dessus, c'était pas mal ce que tu m'avais apporté, là. Ouais, exact. Dans la même lignée, c'est comment dire, faut que tu mérites ton espace. C'est pas juste parce que tu as réussi à être moins d'une voiture en juxtaposition ou à côté d'un véhicule qui est à l'intérieur, qui prend l'impact en premier, que tu mérites nécessairement l'espace. Je veux dire, s'il y a un contact, tu peux pas blâmer l'autre personne pour avoir pris un contact. S'il n'y a pas de contact, mais que tu es poussé hors de la piste, techniquement, tu n'existais jamais dans l'univers de l'autre pilote. T'as jamais mérité sa considération. Mais là, mais c'est bien quand même de aussi aller justifier puis d'aller, comment dire, probablement pour l'année prochaine, aller raffiner ces règles-là parce que Max Verstappen était excellent à les exploiter puis à exploiter la genre de zone grise qui était plus ce qu'on appelle un gentleman's agreement que ben, tu peux pas vraiment sauter dans un virage si t'es même pas proche de le faire juste parce que techniquement, tu peux dire, ouais, mais j'étais à l'apex. J'étais à l'apex au moment où est-ce que on amorçait le virage, où on finissait le virage. Max était très bon à l'exploiter, plus ou moins avec un degré de succès qui varie un petit peu auprès des commissaires. Et là, au moins, ça va être clair. On va pouvoir aller avec des bases solides. Puis là, on va avoir ça va juste en bénéficier, en fait. On va juste avoir du meilleur racecraft, là, comme on dit, des pilotes qui vont peut-être plus s'efforcer là, avec des batailles à coups tirés. À couteau tiré, il y aura pas comment dire, d'exploitation de zone grise, justement, là. Ben, c'est ça. Clairement, il y a eu un malentendu qui s'est créé. Il y a seulement un pilote qui semblait bien comprendre la règle. On le ramène comme ça. C'était dans les règlements. Donc, ce que Verstappen a fait à Austin, que ça déplaise ou non à des pilotes, que ça déplaise ou non aux téléspectateurs, eh bien, ou à des directeurs d'écurie comme Zach Brown, comme PDG plutôt, ou Andrea Stella, directeur d'écurie. C'était dans la norme. Là, ce qu'on veut certains s'en ont rendu compte parce que je pense que moi je l'ai déjà m'ai déjà exprimé là-dessus, c'est le travail des pilotes de connaître le livre de règlement, c'est aussi le travail des écuries de l'exploiter, de le connaître. Puis à ce moment-là, ben Verstappen semblait être le seul à bien maîtriser ça. Je pense qu'il y en a d'autres, je pense qu'il y a eu un petit peu d'hypocrisie aussi qui s'est joué là-dedans de dire oh non, on pensait pas que tu pouvais faire ça parce qu'il y en a d'autres qui le font là. Lorsque tu es à l'extérieur, ils vont venir te reconduire aux limites de la piste. Là, ce qu'on veut travailler avec ça, ce qu'on veut apporter comme changement, c'est de dire que tu pourrais encore gagner le point de corde, tu pourrais encore, dans le fond, transporter ton adversaire vers l'extérieur, sauf que tu dois garder ta voiture en piste. Tu ne dois pas Hmm. sortir des limites de piste pour aller reconduire un adversaire à l'extérieur. Donc, pour prévenir un dépassement, tu dois quand même garder, tu sais, si on dit que pour compléter ton dépassement, tu dois garder ta voiture en piste, ben pour empêcher un dépassement, pour te défendre, tu dois aussi te soumettre aux mêmes règles. De ce côté-là, moi, je suis d'accord avec ça. Le bout où ce que je trouve un peu étrange on fasse une histoire avec ça, c'est que normalement, cette règle-là est respectée. Elle est respectée pourquoi? Verstappen l'emmenait le point. Tu m'as déjà emmené le point aussi de dire si, puis je l'avais expliqué aux auditeurs de dire que ce qui s'est passé, ce qui s'était produit entre Verstappen et Lando Norris à Austin, si c'était à Monaco, ça serait jamais arrivé. Parce qu'à Monaco, Hmm. Lando Norris aurait été dans le mur. Ou sinon, Max Verstappen aurait été dans le mur. Donc, les deux auraient été Ou les deux, forcés. ouais. Ouais, les deux auraient été forcés de ne pas retarder leur freinage. Il n'y a personne qui aurait excédé un freinage dans un virage à Monaco. Monaco, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on peut emmener ça sur d'autres circuits aussi. Justement, en fin de semaine où ce qu'on est au Qatar, et bien, si tu décides d'aller de façon trop agressive dans un virage, ben, tu vas te retrouver dans un bac à gravier. Et c'était la solution que Verstappen apportait. Que ben, si vous mettez des bacs à gravier partout ou des murs, on parlera pas de ça. Si on enlève ces fameuses zones de démarcation-là, des zones de dégagement, comme on a à Austin, qu'on met de l'asphalte pendant des kilomètres, même si on a cette fameuse bordure-là qui sert à ralentir les voitures, ben, les pilotes ont ça vient comme un peu flouer l'analyse d'un pilote, puis penser qu'on a beaucoup plus de distance qu'on en a, puis on vient que c'est plus fort que nous qu'on utilise cette zone-là. Toi, tu vois ça comment, ça? Si on retrace ces règlements-là de dire
ben si tu défends, tu dois quand même garder ta voiture à l'intérieur des limites de piste. Je me dis, si on efface un temps en qualification parce que tu n'as pas laissé ta voiture à l'intérieur de la piste, ben, tu ne devrais pas avoir le droit non plus d'utiliser l'extérieur des limites pour te défendre. Non, exact. Verstappen a totalement raison pour ce point-là. C'est un point que j'ai l'impression, moi, j'étais un peu une table tournante brisée, là, comme on dit, à me répéter tout le temps. Je veux dire, à chaque fois que je vois ça, moi, même sur n'importe quelle autre piste, j'aime pas ça voir juste de l'asphalte. C'est plate. Il n'y Mhm. a pas de challenge, il n'y a pas rien visuellement, tu sais, qui te prévient vraiment ou qui donne la peur de pas y aller. Il y a toujours un petit coussin de sécurité de ah, c'est pas tant grave. Puis quand tu arrives à très grande vitesse dans la sortie de virage, oui, t'as ta mémoire musculaire qui te dit un peu ah ben là, là c'est sûr qu'avec ce momentum-là, je vais dépasser ou je vais avoir deux roues dessus. Mais là, t'as pas le facteur peur. Le facteur peur, quand tu arrives dans la même situation, il va s'activer. Un bac à gravier, les bacs à gravier profonds comme celui de Lance Stroll, c'est Au Brésil, ouais. c'est bien enfoncé au Brésil, là. Mhm. Tu peux pas aller là-dessus très longtemps, là. Tu Ouais. peux peut-être t'en sortir avec une roue, mais aussitôt que tu as deux roues, ton lap est fini first, ton tour est disqualifié. Mais tu as perdu tout ton temps anyway. Tu peux pas comme garder ton temps à fond de train. Non, ça se Avec. ralentit. C'est un peu comme Exact. Monza. Tu sais, là, il y a une partie très rapide dans deux virages qui se suivent à Monza, là, où ce que, justement, les pilotes vont aller à la limite. Puis souvent, Ouais. on va voir la Et des gravelle Lesmo. levée. Tu sais de quoi Ouais. exactement où je parle. Ça, je trouve que c'est un bel exemple de dire, il n'y a personne qui va se mettre à l'extérieur dans ce virage-là. C'est bien Puis, plus excitant pour les ben spectateurs et oui. pour les pilotes. C'est bien plus satisfaisant d'aller jusqu'à la ligne, faire comme j'aurais pas pu exploiter mieux la piste que comme ah, c'est un peu flou, la ligne blanche avec du gros comment. Je peux-tu mettre une demi-roue dessus? Ah, c'est de la jaillit ça. Mhm. Mettez-moi une vraie démarcation physique, puis on va arrêter d'en parler. Pour les dépassements, pour les limites de piste, puis moi, c'était l'affaire pour laquelle qui me gosse le plus, c'est les limites de piste de comme ouais, mais là, c'est parce que t'as une demi-roue qui te dépasse. Hey, Ah ouais. mettez-moi du gravier, ça va être fini. Là. Au pire, c'est moi qui va perdre du temps, tu sais. Non, c'est ça. Puis C'est juste ça, là. si t'es capable, comme on l'a vu, Verstappen à Monza met quand même deux roues, touche un peu la gravelle, mais réussit à faire un temps compétitif. On a vu Lando Norris le faire, si je me rappelle bien, c'était en Chine, c'était dans des conditions de pluie, mais avait quand même touché à la gravelle, puis finalement avait réussi Ouais, ouais, à dans un faire un temps. virage. C'est ça, avait tellement de temps en banque que ça lui a quand même permis. Puis on était capable de prouver du côté de McLaren de dire, ouais, mais il a touché la gravelle, il n'a pas gagné aucun avantage en passant là, mais il y en avait tellement qu'il a gardé son temps pareil. Donc, c'est lui qui a pris ce Exact. là. Il a failli Ça, tout. c'est intéressant. Ben oui, c'est Ça, c'est ça. intéressant. Ouais. C'est bien plus que oh, attendez, on va voir si ton lap est valide. On va aller regarder au vraiment slow-mo replay ce que toi, tu as fait à 200 000 à l'heure. Mhm. Hey, arrêtez-moi, c'est niaisage. Moi, ça me gosse, ça. Puis, Verstappen a raison. Ben, c'est un peu comme Montréal. Montréal, on n'a pas de problème de limite de piste. Mais Si, non. si t'es pas ses limites, tu le connais bien, le circuit, là. T'as Ah ouais, gagné là-bas. Fait que tu le connais mieux que toutes nous autres ensemble. Fait que tu le sais très bien que si t'es pas en piste, ta course est finie, là. À Montréal, il y a très peu de chances que tu vas poursuivre. À certains endroits, tu vas être capable de t'en sortir, mais tu vas payer la note. Tu vas payer la note sur ton temps, tu vas payer la note sur tes positions en Grand Prix. mais c'est drôle qu'on en parle. La chicane du pont de la Concorde était avant du gazon à la sortie. Ouais. Et là, c'est de l'asphalte, je pense, depuis l'année passée. C'est tout de l'asphalte. Donc, encore une autre victime des nouvelles réglementations là, qui demandent un espace de dégagement asphalté. Puis aussi au virage 1-2, si je me souviens bien, c'est tout asphalté maintenant. Il me semble. Fait que Oui, ça l'est. Mais tu perds du temps pareil. C'est ah pas. non, exact. C'est ça. Tu sais, je veux dire, t'es pénalisé. Il y a pas de. Je T'es comprends ce là, que t'as tu veux perdu dire. ton temps. Ouais, je T'es comprends ce là, que t'as tu veux perdu dire, ton temps. c'est qu'en gros, il n'y a pas il y a pas de zone grise que si t'es là, ton temps est effacé ou tu perds des positions, mais dans le sens que c'est sûr que ta course est pas terminée comme avant. Avant, tu serais sûrement pris dans le gazon ou tu aurais sûrement ça aurait juste ralenti ta course avant d'aller finir dans le mur. Sauf qu'encore là, c'est des circuits où ce que, ça fait appel au pilotage. Et puis, si plus que tu prends de risques, ben, plus que ça va être payant, mais si tu en prends trop, ben c'est pas long que ça te coûte très, très cher. Tu en payes la note, tu payes la note cash, là, comme on peut dire l'expression. Ouais. Ben Oui, ça, c'est pas des endroits aussi qui sont où est-ce que tu peux prendre un avantage à aller à l'extérieur de la piste. non, c'est ça. À ces endroits-là, si tu sors, t'as déjà perdu tout ton temps, il n'y a rien à gagner. Fait que oui, t'as raison. C'est comme à l'épingle. Si tu veux tricher à l'épingle, tu tricheras pas longtemps. Non, 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 non. Écoute, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que
pendant que les pilotes essaient de se mettre d'accord, on l'est quand même. Là. Selon les dires de George Russell, qui est le président de l'association des pilotes, lui, il dit qu'on est très, très proche d'une entente, sûrement. Puis là, pour les gens qui vont voir s'il y a une situation en fin de semaine qui se produit là, avec ce qu'on vient de dire, soyez pas surpris, là, les règlements n'ont pas changé. Donc, ce qui s'est passé à Austin, le pilote qui gagne le point de corde, c'est son virage. Là, ça, c'est encore en vigueur. Là. On n'a pas tout changé ça. Donc, ça, c'est encore en vigueur. L'autre chose, par exemple, c'est pendant qu'on essaie de mettre ça droit, ben, la FIA fait du ménage. On en parlait là, il y a quelques semaines. On a un nouveau directeur de course, Neil Vittick, qui lui a été remercié, même si on a dit du côté de la FIA que il s'en va accomplir d'autres choses dans sa vie sans les nommer. Mais Neil Vittick, lui, le dit ouvertement, il dit on m'a mis dehors. Puis comme Ouais. je l'ai mentionné, il n'y a personne qui se vante de se faire mettre dehors lorsque tu ne te fais pas foutre à la porte. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et l'autre qui s'est fait foutre à la porte, c'est Tim Mayer. Tim Mayer, on en avait eu une discussion ensemble. Lui, c'est un commissaire, donc il n'est pas directeur de course. Lui, il y avait une sorte de conflit d'intérêts. C'est sûr que ça fait 15 ans qu'il est là, donc c'est pas nouveau. Sauf que son père, à lui, a été un membre fondateur de l'écurie McLaren. Donc, déjà là, lorsqu'on regarde ça, il y a question à se poser. Comment quelqu'un peut être commissaire de course et avoir des liens, euh, ben, même si c'est plus direct, mais il y a quand même un historique avec l'écurie McLaren. Puis, je veux pas dire que Tim Mayer n'était pas capable de faire preuve d'intégrité. OK? Ça fait 15 ans qu'il était là. Je veux pas nécessairement venir là-dessus. Sauf que c'est toujours possible de soulever le doute. McLaren n'était Hmm. pas en bagarre pour le championnat dans les dernières années. Donc, c'est pas quelque chose qui venait sur la table. Sauf que là qu'on l'était cette année, il y a eu la décision. Puis ça peut même être à l'envers aussi. Ça peut même que il peut y avoir des froids avec McLaren. Parce que c'est pas parce que tu as déjà travaillé à un endroit ou que ton père a déjà eu des liens, que tu es nécessairement en bon terme avec l'écurie. Tu peux avoir une dent contre eux aussi. Donc, ça va des deux côtés, là. Sauf que il y avait cette espèce de nuage-là qui pouvait porter à un certain malaise. Moi, j'ai aussi un malaise, je l'exprime depuis longtemps, avec Johnny Herbert. Johnny Herbert qui a perdu son emploi au réseau Sky Sports, le réseau international qui présente les droits de la F1 à TSN au Canada, mais c'est surtout un poste britannique. Johnny Herbert avait un parti pris. On le trouvait qu'il était biaisé dans ses commentaires et trop souvent penchait du côté des pilotes britanniques et semblait vraiment avoir quelque chose de personnel envers non seulement Max Verstappen, mais envers la famille, envers le père, Jos Verstappen. Donc, lorsqu'on arrive et on le voit prendre des décisions en tant que commissaire, ben c'est sûr, sans remettre son intégrité en doute, mais c'est sûr qu'on peut soulever la question de dire, ah ben là, est-ce qu'il prend cette décision-là à cause qu'il n'aime pas Verstappen? Est-ce qu'il la prend pour favoriser un pilote britannique? Tout ça, c'est des choses qu'on veut pas. L'autre point qui me dérange de Johnny Herbert, qu'on n'avait pas du côté de Teddy Mayers, du côté de Tim Mayers, plutôt, son père était Teddy, euh, c'est que Johnny Herbert donne constamment des entrevues. Il passe sur des podcasts sur ces choses-là. Je sais pas pour toi, moi j'écoute plein d'autres sports, mais est-ce que tu entends, toi, des arbitres de hockey donner des entrevues, puis parler des joueurs, puis dire Ovechkin, c'est un temps, puis c'est un ci, puis ou des arbitres de soccer aller parler contre Lionel Messi, puis dire ah, lui, il est comme ça, puis il est comme ça. Des arbitres de la NFL qui vont parler contre des corps arrière, tout Hmm. ça, dans Hmm. leur temps libre. Je sais pas de ton côté, mais moi, j'entends pas de ça. Donc, pourquoi Non, quand exact. c'est ça? C'est pas le rôle d'un commissaire d'aller tout d'un coup devenir partial puis d'avoir une opinion. On comprend que c'est un ancien pilote de F1, il y a plus de bagages que n'importe qui Mhm. comparé aux autres arbitres des autres sports. On comprend que son opinion à dire, puis elle pourrait être intéressante pour certains, pas pour moi. Non, moi On non pourrait- plus. c'est ça. Mais c'est un petit peu. Tu l'as bien dit, en fait, c'est malaisant. Il y a comme un air qui plane, qui inspire pas confiance. On n'a pas l'impression que ça vient d'une place qui est intègre. On a toujours un peu ce doute-là qui plane de comme, ouais, mais tu sais, puis la F1 est juste perdante pour ça. C'est Plutôt que ça. d'avoir n'importe quel autre choix. C'est pas comme Johnny Herbert avait prouvé que c'était un des meilleurs commissaires là, ever, là, puis qu'il y avait tant de bonnes choses à dire, surtout. C'est juste quelqu'un qui fait un rôle, qui remplit un rôle qui est assez objectif dans en général, qui n'est pas supposé avoir rien de plus d'impressionnant qui justifierait sa place là. Il y a rien pour mériter sa place plus qu'un autre. Il y en a plein des anciens pilotes là, qui ont un bagage d'expérience, peut-être pas en F1 ou peut-être même en F1, similaire à lui,
et qui n'ont pas ce drôle de doute d'impersonnalité qui plane autour de lui. Et même chose pour Tim Mayer. Je suis sûr qu'il faisait Ouais. une super bonne job. Ça faisait 15 ans qu'il était là. Mais encore une fois, là, tu mets les deux ensemble en plus. Mhm. Ça va super bien. T'as Johnny Herbert qui adore donner des lauriers à Lando Norris quand il est capable d'attacher ses lacets tout seul. Puis t'as Tim Mayer qui est un fils du propriétaire de McLaren, du fondateur de McLaren. Bon, c'est ça. Puis Ça te donne un drôle de cocktail qui, dans une lutte au championnat serré, où est-ce que Lando, jusqu'à, mettons, la semaine passée, avait encore des chances de gagner, ça rendait vraiment le tout malaisant. T'as bien dit. Puis, tu sais, Johnny Herbert s'est défendu. Il a dit, ouais, ben, on est 4 commissaires, je suis pas tout seul. Non, je sais, mais tu as quand même un vote. Donc, Ah, c'est ça exact. qui rentre T'as dans 25%. Puis techniquement, avec ton chum Teddy, j'aurais pas dit Teddy, c'est Tim. Ben, oui, vous êtes Teddy 50. était son père. J'ai fait le même lapsus tantôt. Ouais. Ouais, c'est ça, mais vous êtes d'une majorité à deux, là. Je veux Non, dire, c'est exactement. Puis, pas c'est cool, pas là. juste du côté de Verstappen. Hein. Je sais qu'on regarde le championnat présentement, c'était Verstappen contre Norris, c'était un Hum. Irlandais contre un Britannique. Mais, tu sais, celui qui a levé vraiment, on peut dire, qui a levé le rideau là-dessus en début de saison, puis ça datait depuis longtemps, mais qui en parlait ouvertement, ça a été Fernando Alonso. Dans ses commentaires, après avoir été pénalisé sévèrement par Johnny Herbert, a mentionné dans une entrevue, pourquoi tu as été pénalisé, Fernando? Il a dit, parce que je suis pas britannique. C'est lui qui a été mal mentionné. Puis Carlos Sainz a eu les mêmes commentaires aussi lorsqu'on a été très, très dur à son endroit. Donc, si on veut essayer d'éviter ça, puis encore là, s'ils ont raison ou ils n'ont pas raison, c'est sûr que les pilotes sont jamais contents d'être pénalisés. Sauf que lorsque tu places quelqu'un que dans ses temps libres, il s'en va sur des podcasts, puis il s'en va donner son avis sur un pilote, c'est un si, un pilote, c'est un. Si il restait plus neutre dans ses commentaires, même là, je trouverais que c'est pas très professionnel. Mais le fait qu'il est aussi ouvert dans ses commentaires, puis en plus, si on remet le contexte qu'il a perdu son emploi à cause de ça, ben on se dit, OK, Ouais. le gars était pas capable d'être assez neutre dans ses analyses pour être à la télévision, mais du côté de la FIA, on le trouve assez neutre dans ses analyses Oui, pour dans un décerner des corps, pénalités ouais, c'est ça. dans Dans des un week-ends de corps course. Ouais. réglementationnel, ça, c'est correct. Puis on sait bien, Fernando est bien placé pour en parler avec Johnny Herbert. Il a fait une entrevue de quelques années, quand il était encore chez Ferrari. Il y avait, je pense que c'était Johnny Herbert avait passé un commentaire suite à quelque chose que Fernando avait fait. Puis là, Fernando, pendant que Johnny Herbert était en entrevue à la télévision pour Sky Sport, t'es allé le voir. Il dit, ouais, c'était pas très professionnel, puis il y a une raison pourquoi moi, je suis un champion du monde, puis toi, t'es en train de faire des commentaires à la télévision. Ben, c'est ça. Uh. Puis là, il Et faut ça te croire. montre loin, eux autres. Là. La rivière, la rivière est très creuse. Là. C'est ça. Puis là, après ça, il faut essayer d'espérer croire qu'en 2023 ou rendu en 2024, que lorsque Johnny Herbert a pris les décisions, ben, il n'a jamais ça dans sa conscience. Là. Il n'est pas rancunier, lui. Il a pas. Puis, tu sais, trouver des gens vraiment avec aucune opinion, puis je peux pas dire que ça existe. Sauf que, comme je dis, On peut tu faire peux une pas lecture. avoir. Hein. C'est ça. Il y a Moi, je pense qu'on est capable de trouver mieux que Johnny Herbert. Puis, c'est pas lui qui a perdu son emploi, c'est juste que j'ai été vraiment surpris. Puis, c'est malheureux de souhaiter ça. Parce que je veux pas. On souhaite jamais à quelqu'un de perdre son emploi, mais on aime la F1, puis pour le bien du sport, je pense que oui, Tim Mayer a été remplacé. Il y avait un malaise avec son passé, puis il y a eu des discussions entre lui et le président de la FIA où ce que ça aurait brassé. Mais après ça, le prochain, si on veut vraiment faire une refonte complète, il faut tasser Johnny Herbert. Puis après ça, ben là, il y a d'autres dossiers là-dessus qu'on a déjà mentionnés. Le fait d'avoir aussi à essayer d'avoir les mêmes commissaires à tous les week-ends, que ça arrête de changer. Ces choses-là, c'est Hmm. la meilleure façon d'installer une constance. Le prochain sujet que je voulais aborder avec toi, c'est suite à des questions des auditeurs qu'on a reçues tout au long de la semaine. Je vois qu'il y a encore une incompréhension, il y a encore beaucoup. Le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui ont leur interprétation un peu du dossier Michael Andretti, du dossier Andretti Global, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Cadillac General Motors, ça a été confirmé. On avait apporté l'information ensemble vendredi dernier, comme quoi que ça se tramait, que c'était très, très près. Finalement, ça a été conclu lundi. La nouvelle a sorti que la Formule 1 prépare bel et bien l'entrée d'une 11e écurie pour 2026. L'écurie ne sera pas Andretti, ça va être General Motors. Certains disent, ah ben là, Cadillac, c'est Andretti, c'est juste déguisé, ça. Mais rassurez-vous, là, ou rassurez-vous pas, c'est pas aussi près le lien que vous pouvez penser le croire. Le but d'Andretti au début dans ce projet-là, c'était d'être à l'avant, de conduire la voiture. Il voulait conduire la voiture, bien sûr, pas être pilote de Formule 1, mais lui, il voulait être en charge du projet.
Là, maintenant, là, Andretti, là, non seulement il est plus assis au siège conducteur, il est plus assis dans le siège passager à côté, il est plus assis à l'arrière, il est à peine dans la valise. Ce qui arrive, c'est que General Motors est propriétaire de l'écurie et leur partenaire qu'ils ont avec eux, c'est TWG Global. TWG Global. Ça, c'est une compagnie d'investissement qui détient des parts quand même assez importantes dans Andretti. Donc, on a décidé du côté de GM de s'associer à TWG et eux détiennent des parts de d'Andretti Global. Donc, c'est pas Andretti qui est propriétaire de l'écurie et c'est pas là, c'est comme si votre patron achète une nouvelle maison, ben ça fait pas de vous un propriétaire. Là. C'est pas, vous avez pas un rapport là-dedans. Ou d'une autre façon de vous l'expliquer, c'est que TWG Global est propriétaire des Dodgers de Los Angeles. Mais il y a personne qui dit que les Dodgers viennent d'acheter une écurie d'F1. C'est pas parce que Exact. sont une propriété de TWG qui sont nécessairement impliqués dans l'écurie de Formule 1. Donc, le rôle que Andretti va avoir, Michael est complètement tassé. On vous l'avait dit le 27 septembre, il n'est plus dans ce projet-là du tout. C'était une des conditions, on ne voulait pas l'avoir. On s'est rendu compte de ça du côté de GM, du côté de TWG aussi, qu'il y a des investissements importants dans ces projets de F1-là. Donc, on voulait sécuriser ça. On avait tassé Michael Andretti, on avait mis Dan Torres, puis Dan Torres, c'est lui qui est allé compléter les négociations avec la FOM pour savoir qu'est-ce que ça prend, ainsi que Liberty Media, savoir comment on corrige ça. Eux autres, ils l'ont dit, nous, on veut pas de lui, on veut un manufacturier. C'est GM qu'on est intéressé. GM a dit, ben nous, on veut rentrer en F1. C'est la seule façon qu'on peut rentrer. Tassez-vous, Andretti, on va rentrer. Puis TWG dit, moi, nous autres, on a trop d'argent d'investir là-dedans. On est une firme d'investissement, donc on a des investisseurs qui nous posent des questions. Donc, la seule façon de rendre un rendement à tout ça, c'est de s'impliquer et de prendre le contrôle du dossier, et c'est ce qu'on a fait. Le rôle qu'Andretti va avoir là-dedans, c'est que Mario Andretti, le père, 84 ans, lui il va être en charge, il va être directeur, pas directeur d'écurie, directeur du conseil d'administration. Donc ça, c'est le côté qui va rester d'Andretti, c'est Mario qui va être là en charge du conseil d'administration. Et pour ce qui est de Andretti Global, donc ce qu'on faisait avec les maquettes, les voitures, la soufflerie, tout ça, ce qu'on est en train de faire, ben nous, on devient en quelque sorte un sous-traitant. Donc, on va être un sous-traitant de TWG pour l'instant. TWG qui a bien sûr beaucoup d'actions dans Andretti. Est-ce qu'un jour, on va commencer à l'avaler? C'est déjà commencé cette transition-là. On va voir quel chemin que ça va prendre d'ici 2026. Mais eux, on va être en charge, dans le fond, de faire de la sous-traitance. Un peu comme les gens ont peut-être pas entendu parler, mais un peu comme Dallara. Dallara, qui est une entreprise italienne qui fabrique les châssis pour Haas. Donc, il y a personne, j'entends jamais personne dire, ah, Dallara a une écurie de F1 ou Dallara est propriétaire ou Dallara contrôle l'écurie Haas. On n'entend pas ça. Là. Je suis sûr que pour certains, puis rien de mal là-dessus, là, que Dallara, c'est la première fois qu'ils en entendent parler, mais c'est eux qui font les châssis pour Haas. Mais ça va être le même principe pour l'écurie General Motors, Cadillac F1. Il va y avoir Andretti Global qui va être un sous-traitant qui va assembler ou faire des tests de soufflerie ou assembler des voitures, des châssis pour eux. Donc, ça, c'était le petit. Dans le fond, c'était la clarification que je voulais apporter pour le nombre de questions qu'on a reçues. Donc, il y a pas d'Andretti déguisé derrière Cadillac quand même qui tire les ficelles. On est vraiment tassé. Michael est chez eux. Michael a sorti un communiqué pour féliciter le groupe d'avoir amené le projet à terme. Donc, lui, il est plus impliqué là-dedans du tout. Donc, il y a pas de contrôle, il n'y a rien à dire. Il n'est pas assis à la table des gouverneurs et c'est ce qu'on voulait du côté de la F1, de la FOM, ainsi que des 10 autres écuries. On voulait pas avoir Michael Andretti à la table. Il y a aussi le fait qu'il y en a qui disent, ah, ben, les 10 écuries avaient rien à dire. C'est pas vrai parce que de la manière qu'on fonctionne, même s'il n'y avait pas le gros mot, il y a des votes qui sont passés par après. Va falloir signer l'accord Concorde et toutes ces choses-là. Donc, si les écuries sont pas d'accord de tout ça, puis il y a des écuries qui refusent de signer, ben là, à ce moment-là, ça peut mener à des pertes, ça peut mener à des problèmes, des écuries peuvent menacer de se retirer. Donc, lorsque quelqu'un dit ah non, non, les 10 écuries ont rien à dire dans ce genre de décision-là, ben, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Même quand les écuries, quand les propriétaires de F1 vous disent nous, on fait juste suivre ce qui se passe, tout ça, c'est juste qu'on veut pas être se peinturer comme le gros méchant qui a dit non, puis on veut pas Ouais. on veut pas se faire attaquer par nos partisans ou c'est ça, être le gros méchant de la Formule 1 qui empêche la compétition. Mais à l'arrière-scène, là, vous pouvez le dire, là, tous les directeurs, les hauts placés d'écuries de Formule 1, comme Christian Horner, que lui se cache pas, dit, ben nous, on a dit oui, mais on payera pas une scène. Fait que c'est à eux de payer donc.
lui-même, il se cache pas pour dire non, non, on en prend des décisions et on a un droit décisionnel dans ce qui se passe là, dans une expansion en F1. Comme dans tous les autres sports, les gouverneurs de la Ligue nationale choisissent qui a le droit de rentrer en F1, qui est un nouveau dans le hockey, un nouveau propriétaire. Même chose pour la NFL, la MLS, les grandes lignes sportives, c'est comme ça que ça fonctionne. De ton côté, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à ce dossier-là? Parce qu'on en a parlé un petit peu, mais là que c'est fait, du côté positif, es-tu content de voir une 11e écurie arriver en 2026? Oui, c'est sûr, ramener du nouveau sang, tu sais, dans un sport qui peut parfois être vu comme vieux jeu et conservationniste, Conservateur, ouais. conservateur, exact. Je dirais, moi, d'avoir plus de compétition avec deux autres plus de pilotes et c'est quand même 20% de plus de mettre maintenant de baquet. Non, c'est 10% de plus de baquet en F1. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est déjà un sport assez exclusif. Pourquoi pas avoir plus d'équipes comme on avait plus à l'époque? Et une belle marque comme Cadillac qui essaye de, tant bien que mal, de rajeunir un peu son image, d'avoir un peu plus cette aura-là d'une marque dynamique et non une marque pour des baby boomers avec beaucoup d'argent et un vœu de luxe. Ouais. Pourquoi Avec pas? Et ça, des c'est, voitures je avec pense, des une bonne gros manière bancs de de le faire. cuivre. Des voitures avec des Ouais, gros exact. bancs de cuivre et des gros cendriers, là, comme dans le temps. Ah, Là. exact. Plus trop de combinaisons de couleurs Red Velvet comme on Ouais. avait à l'époque, mais c'est une entreprise qui a beaucoup de succès aux États-Unis avec leurs efforts en GTP et partout même en Europe avec le championnat d'endurance mondiale. Donc, c'est ça. Pourquoi pas prendre le plus de chances qu'ils peuvent, puis maintenant avoir vraiment leur propre écurie manufacturier. Avant avec le lien avec Andretti, ça allait être juste le motoriste. Ouais. Mais maintenant, ça va être vraiment leurs efforts. Et j'ai commenté comme beaucoup de personnes, toi aussi, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Ils ont un petit peu joué les hautains et pas pas de la bonne approche avec leur approche en F1, ce qui est la famille Andretti. Là. Je pense que c'est peut-être plus Michael là, qui avait Ouais. cette mentalité-là là, d'un un taureau dans un magasin de fine porcelaine, là, puis pensait que ça allait être correct juste parce que sa famille tient un héritage dans le sport automobile à travers le monde. Ça n'a pas marché, puis maintenant il en paye le prix. Il fait même pas vraiment partie du projet. C'est une virgule dans un roman. Puis c'est un petit peu plate pour lui, mais honnêtement, il a récolté ce qu'il a semé dans les 4-5 dernières années avec ses efforts. Il avait plusieurs chances d'acheter des équipes. Il a joué un petit peu c'est ça, les hautains, là, on Ouais. va attendre une meilleure offre, puis ben, garde, des fois, c'est amené à une offre, puis tu le sais pas, puis il y aurait peut-être moyen de le savoir, mais là, il s'est à la dure, puis malheureusement, ça va être ça. Puis heureusement pour nous, on a une 11e équipe malgré ça, et elle n'est pas n'importe laquelle, là. C'est pas, comment dire, j'aime bien l'équipe Haas. Ils ont fait leur place en F1. Ils sont maintenant rendus une équipe qu'on aime, mais ils n'ont pas ils ont pas le pedigree en entrant en F1, mettons que comme Cadillac. Non, c'est sûr que C'est pas la même genre de brand. l'association, On parle d'une équipe de NASCAR à un manufacturier qui a presque 100 ans d'existence, là. c'est sûr que l'association avec Toyota maintenant va aider Haas à avoir cet emblème manufacturier-là un peu derrière eux. Hmm. Toyota va, c'est sûr, va leur fournir un peu que ce que Andretti Global va faire, Toyota va être un sous-traitant, sauf qu'ils auront le droit de mettre leur nom sur la voiture en tant que commanditaire. Pour l'instant, Andretti, il n'y a rien de réglé à cet égard-là. Oui, l'approche était pas bonne. On le sait maintenant. Moi, ça fait longtemps que j'en parlais que je voyais pas de futur avec cette approche-là. Finalement, aujourd'hui, on a vu que c'est concret. Il n'y en avait Ouais. pas d'approche. Ce qu'on a entendu même, c'est que c'est pas juste du côté de Liberty Media et de la F1 que l'approche de Michael a dérangé. Ça l'a aussi dérangé à l'interne dans son propre clan, du côté justement de ses actionnaires TWG Global et aussi Hmm. de GM. Ce qu'il peut avoir hérité aussi, c'est pas nécessairement le comportement, c'est du côté de GM, on lui a fait confiance. Puis du côté d'Andretti, ben lui, il disait que juste, comme tu mentionnais, juste son aura, juste le fait que je suis Andretti, je vous apporte quelque chose. La F1 a comme vraiment essayé de faire comprendre que ton nom pour nous, ça n'a aucune valeur, contrairement au nom de GM. Et puis le bout qui va toujours chatouiller un petit peu, c'est qu'à 350 millions, lorsqu'on avait la chance d'acheter Sauber, Michael a probablement conseillé GM et conseillé ses actionnaires de dire ah non, non, on ne paiera pas 350.
je vais faire un marché, puis on va avoir ça à 250 avec la FIA, tout ça. Finalement, ça a coûté 650 pour Audi. Et là, l'entente qu'on aurait pour l'accord Concorde, c'est que ça va être minimum 450 millions qu'on va être obligé de débourser là, du côté de l'écurie, du côté de GM. Donc déjà là, on vient de perdre probablement 100 millions des investisseurs parce que sur quelques années, parce qu'on a décidé de faire confiance à Michael. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un vous fait perdre de l'argent, normalement, il y en a qui sont capables de passer plus rapidement par-dessus ça. Lorsqu'on parle d'une centaine de millions de dollars dans des entreprises comme ça avec des gros investisseurs, ben c'est sûr que ça passe pas là. Normalement, c'est assez pour vous créer une mauvaise réputation ou surtout créer une rancune là, de la part de vos supérieurs. C'est ce qui Hmm. conclut la période actualité pour notre épisode d'aujourd'hui. Maintenant, on plonge dans la journée de vendredi qui débutait au Qatar. C'est aujourd'hui que débutait le week-end de course qui se déroulera pour une deuxième fois dans l'histoire de la F1. Du côté de Losail au Qatar, c'est un tracé de 5,419 kilomètres. On déroule un tour à 61,45 du temps à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 344 km à l'heure, 16 virages et ça tourne et ça tourne du côté du Qatar. C'est un ancien circuit de MotoGP, donc c'est pour ça que dans sa conception, c'est fait comme ça parce que en MotoGP, ce qu'on aime, c'est voir les pilotes sur le côté développer des virages, dérouler des virages à grande vitesse. Et du côté du DRS, on a seulement une zone DRS parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne droite à cet endroit-là pour qu'on puisse en placer plus qu'une zone DRS. De ton côté, Jean-Christophe, que penses-tu de ce circuit-là qui au Qatar, là, dans le désert, tout ça? Est-ce que tu aimes ça? Ben, ça fait sa job de circuit pour remplir un gros calendrier comme ça, mais c'est Hein? définitivement pas dans mes favoris. C'est un circuit extrêmement euh, en séquence, disons, avec toujours en train d'avoir des séquences de virages en rafale, une à la suite de l'autre, pas beaucoup de répit. Une vitesse de moyenne quand même assez élevée, mais un pourcentage de plein régime quand même bas. Ce qui nous fait dire que les pilotes sont souvent sur et hors l'accélérateur, dû au fait qu'ils sont tout le temps un petit peu compressés dans des virages, puis qu'il n'y a Mhm. pas de moment il y a pas de moment de répit ou de ligne droite. Comme tu disais, là, il y a seulement une zone de DRS, c'est la ligne droite qui est de la ligne des puits. Et c'est ça on discutait tantôt un petit peu, là, là, c'est similarité avec, pour ceux qui veulent se mettre dans le contexte, admettons, comme le circuit d'Hongrie, où est-ce qu'on a Ouais. beaucoup malgré que les séquences de virage sont à plus haute vitesse, au gris, c'est des séquences de virage plutôt à basse vitesse. Mais c'est le même principe qu'il n'y a pas vraiment de moment de répit entre les séquences de virage. Elles sont toutes interconnectées une à la suite de l'autre. Donc, si tu prends du temps dans un, tu vas en perdre dans l'autre. Et si tu manques le début de la séquence, ta zone de freinage, ton entrée, peu importe, ben là, c'est toute ta séquence qui va en décopier. Tu ne peux pas vraiment te sauver avec une ligne droite directement après, puis un petit peu pas autant affecter la moyenne de ton tour. Donc, c'est vraiment un virage, c'est vraiment tout en séquence pour que tu connectes un secteur avec l'autre pour vraiment assembler un bon tour au circuit de Lausanne. C'est un circuit que j'aime appeler de momentum, si tu permets Mm. l'expression, si tu comprends dans le sens que Ouais, tu bâtis, tu construis vraiment ton tour. Lorsque à certains endroits, tu vas avoir un secteur où, mettons, tu réussis moins bien, tu fais un enchaînement de virages, ça va moins bien, mais là, tu as la ligne droite comme pour te recentrer, te repréparer, peut-être regagner, si tu étais parti sur une mauvaise séquence, là, tu te dis, ah, OK, en autant que tu as réussi ta sortie du dernier virage, ben là, tu peux espérer reconstruire dans les virages qui suivent. Du côté de l'Osaille, si tu pars un peu mal, puis t'es mal positionné, c'est très dur, là. En tout cas, de ma part à moi, là, de ce que j'ai dans ma vision, dans mon analyse, c'est très, très dur de se recentrer et de reconstruire un momentum si tu as parti du mauvais pied, là. Ton secteur 1 est drôlement important pour réussir à construire là-dessus le reste le reste de ton tour, là. Tu mentionnais, oui, Hungaroring, même si il y a des choses qui sont différentes, il y a beaucoup de similitudes dans le fait où ce que on bâtit cette séquence-là de virage et aussitôt qu'on sort de un, bien, on prépare déjà notre entrée dans le prochain. Donc, c'est vraiment un enchaînement
de courbe. C'est pour ça que je le disais, là, on l'appelle le Hungaroring. Ben, on pourrait quasiment trouver l'appeler le Qatar au ring, là, si on voulait trouver un plus beau nom, parce que je vais un peu penser à ça. Même s'il y a ces différences, ben, il y a ces similitudes pareilles. Je suis certain que tu vois où on veut en venir lorsqu'on fait cette ressemblance-là, et les pilotes aussi seraient d'accord avec nous. Donc oui, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On dit circuit de MotoGP adapté pour la F1. S'il y avait causé des maux de tête à la FIA, mais surtout à Pirelli, la saison dernière, si tu t'en rappelles, on avait des vibreurs un peu trop agressifs. Et Hmm. ça avait tourné un peu en dérision là, lorsqu'on avait demandé aux pilotes. Si je me rappelle bien, c'est le matin des séances de qualification où de la manière que ça fonctionne, mais Pirelli fait des études sur l'usure des pneumatiques entre chaque séance, voir où est-ce qu'on s'en va pour être sûr que ce qu'on a fait comme prédiction, ben, on s'est pas trompé. Puis là, on a été très surpris de voir que les cordages sur les pneus sortaient. Déjà, là. On voyait déjà que les pneus étaient pratiquement terminés. On était à un seuil dangereux, malgré que les pilotes avaient fait seulement quelques tours lors de mémoire, c'est des séances d'essai libres, mais c'était pas, c'était même pas après la sprint, là. C'est avant ça qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un gros problème. Donc, on avait demandé aux pilotes de plus aller sur les vibreurs. Et on avait Ouais. même mis la ligne blanche, les limites de la piste avant le vibreur pour dire que si tu dépasses ça, tu t'en vas là-dessus, ben vous allez être pénalisé ou on va effacer vos temps parce que on avait peur que, surtout même dans la course sprint ou dans un Grand Prix, qu'à force de monter sur les vibreurs, ben il y a un pneu qui explose et là, les conséquences, tu sais que c'est quelque chose qui ça peut entraîner la mort, ça peut entraîner des graves blessures. Donc, si les pneus commencent à lâcher comme ça de façon prématurée, là, lorsqu'on on s'en attend pas, lorsqu'on exagère nos séquences en piste, nos relais, eh bien, c'est un risque qu'on est prêt à courir. Mais lorsqu'on a simplement 5, 6, 7 tours en bas de 10 tours de fête, on peut pas se douter qu'on a un pneu qui va exploser comme ça. Puis, comme on le dit depuis le début, il y a tellement de virages qu'en plus, tu perds le contrôle. Lorsque tu es dans une séquence de virages, mais les conséquences peuvent être très, très graves, là. Donc, c'est ça. Là, on a réglé ce problème-là. On a 8 ans, on a eu 1 an pour penser à ça. On a même eu plus qu'1 an parce que aussi l'autre, ce qui avait retenu l'attention aussi au 14, c'était les températures. Hmm. Le Grand Prix, les pilotes, si vous vous rappelez, Lance Stroll pratiquement perdu connaissance, a dit qu'il a perdu connaissance dans sa voiture. Puis finalement, il est revenu à lui-même au bon moment parce qu'il n'y a pas eu de perte de contrôle. Puis on avait Esteban Ocon, désolé si vous êtes en train de manger, vous savez, vous écoutez le matin, vous avez le cœur solide, mais avait vomi dans son casque là, en pleine course, là, tellement qu'il faisait chaud. Là. Donc, on peut comprendre, toi de ton côté, là, je suis sûr que tu sais, c'est pas l'idéal, hein, Christophe? Non, exact. J'ai déjà fait des courses où est-ce que j'avais extrêmement chaud, le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais les courses étaient 30 minutes. Faire ça pendant 2 heures à des vitesses beaucoup plus élevées, je ne peux pas imaginer. Là. C'est surtout que on disait que c'était pire que Singapour, puis Singapour, on pensait que ça ne peut pas être pire que ça Mhm. quand ils ont l'année sur le calendrier, puis c'est pour ça que c'est une raison, c'était une course du soir, même comme le Qatar. Puis même à ça, ça n'a pas été assez. Donc, honnêtement, ils ont bien fait, là, juste d'organiser tout ça pour que ça soit juste vivable. Puis que ce soit pas juste le seul point du Grand Prix. Puis non seulement ça qui fait vraiment chaud, mais tu combines ça en plus à un circuit où est-ce que l'humidité est extrêmement haute, puis t'as pas vraiment de séquence de répit. Ah ben là, t'as l'impression d'être dans une machine à laver à 100 degrés pendant 2 heures de temps. Là. Ça doit être vraiment exécrable comme expérience. Malgré que les pilotes de F1 sont payés pour ça. Je pense que Lewis Hamilton avait passé un commentaire du genre là, que c'était comme bon, on est un peu payé pour ça. Là. On n'a pas vraiment raison de chialer, à moins que ça soit vraiment pire que ça, malgré que ça s'en est pas loin d'être pire. Pas Ben, pire, ça peut pas être pire que ça. Fait que drôle d'entre-deux. j'aime ton exemple de la machine à laver, mais j'irais dans une sécheuse en plus. Parce qu'à la Ouais, chaleur, c'est vrai. Ça va puis, plus vite. puis Non, t'as raison. c'est les forces G qui sont tellement importantes puis on n'a pas d'endroit pour contrôler nos respirations. Parce que pour les gens qui sont pas familiers avec ça, tu peux peut-être l'expliquer un peu, Jean-Christophe, comment ça fonctionne pour respirer là, lorsque tu es dans une voiture de course. Tu peux pas respirer où tu veux, là. Il y a des moments pour prendre ton air, là. Non, exact. Quand on amorce un virage, naturellement, un pilote va retenir son souffle, juste pour stabiliser le tout. C'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Tu vas Mhm. retenir ton souffle, tu mets la voiture en appui, là, tu sors du virage, puis là, tu prends une respiration. Mais quand tu as 1 seconde et demie, 2 secondes entre des séquences de virage, tu n'as pas 8 secondes jusqu'au la prochaine zone de freinage. Mais là, tu es tout le temps en train de retenir ton souffle. Tu t'oxygènes mal, il fait chaud. Là, c'est une recette de vomissement. Là. Encore une Ouais, fois, on s'en excuse là, d'en parler, mais Esteban Ocon, c'est pas surprenant. Moi, je m'attendais peut-être même que ce soit plus qu'un.
Fait qu'il a fallu que ce soit le grand Esteban, là. Lui, il trouvait que c'était trop, puis je le comprends. Puis lui, c'est la chose, j'ai pas de connaissance. Supposément, ça aussi, pas très surprenant, mais c'est drôle que ça n'aurait pas été plus de pilotes. Fait que, c'est pour dire que les pilotes n'ont pas toutes la même condition physique. Non. Peut-être, ça a peut-être un rapport aussi avec la corpulence d'un pilote, la grandeur d'un pilote, je sais pas. C'est deux pilotes de 6 pieds et 6 Il y avait, pieds 1. il y avait eu Tous les Albon pilotes sont aussi. petits. Ouais, Albon, Euh, un autre et grand, un autre justement, c'est vrai, grand, lui ouais, aussi. c'est ça. Lui, c'est, je pense, c'est le plus grand sur la grille. Je sais pas si ça a rapport avec ça, mais il y a quelque chose à regarder là-dedans, là. Plus de force latérale sur une plus grande partie de ton corps, peut-être à faire quelqu'un. Puis les autres, ils ont beaucoup moins de gras pour le même poids qu'un pilote plus petit et moins de masse. Fait que l'eau, ça va plus rapidement. Je ne sais pas, mais d'après moi, peut-être, il y a peut-être quelque chose là-dedans, là, Ouais. un dénominateur commun là, qui fait que ça affecte plus ce genre de pilote-là parce que pas des pilotes, sinon, sont tout autour de entre, si on met entre Yuki Tsunoda, là, il est comme 5 et 2, là, puis la grosse majorité des pilotes se tiennent tous autour de 5 et 8, 5 et 9, 5 et 7 même. Je sais pas, peut-être probablement qu'il y a de quoi avoir là-dedans. Là. Non, c'est sûr. Tous les pilotes étaient unanimes que ça avait été la course la plus demandante de l'année. On avait été un Ouais. peu surpris que, comme tu le mentionnais, que ça détrône Singapour. Certains pilotes sont allés jusqu'à perdre 12 livres. Là. 12 livres en quelques heures, là, c'est immense. Et la récupération que ça demande. Donc, c'est pour ça là, qu'on l'a déplacé. Puis là, c'est beaucoup mieux. J'écoutais les entrevues d'après séance d'essai libre et d'après qualification. On dit que c'est encore hyper demandant. Ça, on ne l'enlèvera pas. Lewis Hamilton l'a dit, puis il avait raison. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour travailler fort, ils sont payés pour être soumis à justement là, à des conséquences sur leur corps, je veux pas, à cause des forgés et tout ça, ils sont entraînés pour ça. Donc à la chaleur, ben là, c'était vraiment un point dangereux à jouer, là. Donc ça, au moins, on a réglé ce problème-là et c'est une bonne nouvelle. À part de ça, eh bien, une chose qui m'a un peu surpris, mais c'est non négligeable comme facteur quand même, là. Je sais pas si tu avais déjà lu cette statistique-là, mais pour les gens qui sont pas habitués avec ça, bien sûr, les F1, même s'ils sont beaucoup mieux qu'avant, lorsque vous suivez une autre voiture, à cause de la grande avancée, l'aérodynamisme que les voitures ont, ce que ça fait, c'est que ça fait un principe de turbulence, comme un avion. Lorsque vous suivez un autre monoplace, à ce moment-là, elle va venir déformer l'air et l'air qui vous est envoyé sur votre voiture, va venir créer une force, une appui non constante sur la voiture. Donc, vous allez avoir l'impression tout d'un coup que tout fonctionne, puis à un moment donné, vous perdez un peu cette stabilité-là. Vous allez le sentir dans le volant, vous allez le sentir lorsque ça va être le temps de trouver votre point de freinage, parce que vous allez peut-être être trompé, vous n'aurez pas vraiment le point de freinage que vous voulez avoir. Vous allez penser que vous pouvez rentrer dans le virage comme vous rentrez d'habitude, mais là, finalement, vous allez perdre cet appui aérodynamique-là. Donc, vous allez avoir un coup dans le volant, un sous-virage, un survirage. Donc, tout ça à composer. Normalement, ça, c'est connu quand vous avez ça en F1, même si ça a changé, puis qu'on a amélioré, on est allé vers l'effet de sol, il y a toujours ces conséquences-là. Lorsqu'on arrive au Qatar, à cause de l'effet qu'on tourne constamment, pour rien ressentir, là, pour ne pas avoir de turbulence en suivant une autre voiture, on dit que les voitures, il faut qu'ils soient à un écart d'environ 7 secondes, ce qui est, d'accord, pratiquement impossible et surtout non souhaité. On veut pas que notre adversaire soit à 7 secondes de nous. On veut pas lui concéder cette distance-là pour rouler dans l'air propre. Ça veut dire que on peut déjà faire une, on peut déjà faire une prédiction qu'il n'y a pas grand monde qui aura pas à part le gars qui va être premier, puis même là, s'il va trop vite, il va Hmm. rejoindre un retardataire. Il n'y a pas grand monde qui sera pas dans les turbulences là, pendant un week-end de course ou pendant la sprint même, là. Non, exact. Puis là, ça va être un autre genre de course. Là. Non seulement là, on n'a plus tant le facteur chaleur, ou pas autant qu'avant, fait que on va pouvoir laisser place plus au talent des pilotes. Là, ils vont pouvoir aller travailler plus, exploiter plus leur potentiel. Mais là, en plus de ça, on garde cette valeur-là plutôt. Mhm. Ou est-ce que là, on va voir quelle voiture réagit mieux sous l'air sale? Peut-être une voiture qui est super bonne dans l'air frais en qualification, et qui là, tout d'un coup, sont vraiment plus vulnérables dû à certains compromis ou direction d'évolution de la voiture qui font que là, sont super vulnérables à de l'air chaud et de l'air sale. Et ben là, ça portera une autre dynamique à la course. Peut-être que là, tout d'un coup, on change une séquence au puits. Puis là, ça rechange un petit peu l'ordre avec les voitures qui sont dans l'air sale et, qui y en a qui sont pas.
Et là, ben, on a un autre genre de course parce que là, peut-être qu'il y en a qui vont prendre l'avantage, peu importe. Ça va être intéressant de voir. Ça rajoute un petit peu un petit peu d'épices là, dans ce Ouais. Grand Prix post champion ou post Champion des pilotes, Max ouais. Verstappen comme champion des pilotes. Il y a toujours une lutte intéressante entre McLaren et Ferrari. Fait que moi, c'est sûr que je vais suivre de plus près. Je suis déjà Ferrari de près, je suis biaisé. Mais, mais c'est sûr que là, je vais avoir peut-être non un parti pris, mais je veux dire, je vais vraiment plus prendre soin de regarder les différences avec qui est dans la salle, qui est dans la propre, qu'est-ce que ça fait comme différence rendu là. Ben, c'est sûr que le point stratégique, c'est non négligeable, là. Tous les équipes de stratégie doivent prendre ça en considération. Tu disais, si on est capable de retourner une voiture dans de l'air propre pendant un certain moment, les bénéfices sur nos temps vont probablement être plus grands. Donc, encore là, ça va être important de voir si on s'arrête plus tôt, puis on ressort dans le trafic, ben, l'excédent qu'on va être capable de construire avec des nouveaux pneus dans le trafic va être beaucoup plus petit que si quelqu'un décide autrement de dire, ben moi, je vais rester en piste, je vais garder mes pneus plus usés, mais je vais rester avec personne devant moi pendant un certain moment. Donc, à ce moment-là, ça va peut-être être plus payant de choisir d'aller plus longtemps que d'y aller plus court. Donc, ça va toujours être de trouver où la fenêtre d'opportunité pour se sortir de ce fameux trafic-là. On parle de trafic à cause que ça tourne constamment, à cause que le circuit n'est pas nécessairement long, même si c'est des tours d'une minute 20. Mais on a eu une problématique. Tu te rappelles le fameux règlement que personne respecte, puis que même la FIA n'implante pratiquement pas, là, de dire qu'on met un tour, un temps minimum pendant des séances de qualification. Bien, le nouveau directeur de course, Ruiz Marquez, avait dit que ça serait une 40 pour aujourd'hui. Donc, tous les voitures qui roulent en bas d'une 40, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on vous fait croire que vous avez mal fait, mais on vous donne jamais de pénalité. Parce que c'est ça qui est arrivé, là. Ce règlement-là date depuis Monza 2023. On a eu plein de monde qui ont été avertis depuis ce temps-là, mais jamais personne n'a pénalisé pour ça. Là, il y a 17 pilotes qui n'ont pas respecté le temps minimum. Pourquoi? Ben, on vient de le dire, c'est à cause que tous les pilotes cherchaient à être dans l'air propre, à ne pas Hmm. être perturbés par une voiture à l'avant. Donc, tout le monde ralentissait pour se trouver une séquence et être capable d'inscrire un temps important. Il y a aussi le fait qu'on veut avoir cette fameuse, on veut aussi être capable d'avoir l'aspiration. Tu sais, quand vous suivez une autre voiture, ça vous enlève de la traînée. Sauf qu'il y a vraiment un calcul à faire entre suivre de trop près et suivre d'assez loin. Donc, si on dit qu'à 7 secondes, vous ressentez encore la voiture est en avant de vous, donc vous êtes capable quand même de bénéficier d'une certaine traînée, mais c'est de juger à quel écart vous voulez l'avoir devant vous pour simplement avoir le bénéfice de ça sans trop avoir les effets secondaires, sans voir ce qui est mauvais pour une voiture. Donc, juste pour terminer là-dessus, ce que ça fait quand on n'a pas l'appui aérodynamique qu'on veut, bien à ce moment-là, c'est que la voiture commence à glisser. Si la voiture commence à glisser, bien, on vient endommager nos pneus plus rapidement. Donc, ça va être à surveiller. C'est ce que les Ferrari se sont plaints au cours de la séance de qualification, c'est qu'on était déjà en train d'user nos pneus de façon prématurée à cause que puis on suivait de trop près. Donc, ça va être intéressant de voir, là, ça va être vraiment un enjeu au cours du week-end. Ensuite, pour les améliorations qui ont été apportées, ça va aller très rapidement. Il y a Alpine et Sauber qui en ont. Alpine, eh bien, on a une modification du museau avant et de l'aileron, et il y a seulement Pierre Gasly qui l'a. Donc, Esteban Ocon n'a pas cette différence-là. Donc, si vous voyez les différences de temps, ben, pas nécessairement sauter aux conclusions, à quel point que Pierre Gasly domine Esteban Ocon, ils n'ont pas à jeu égal sur ce qui est sur l'avant de la voiture. Du côté de Sauber, ben Sauber, c'est un aileron avant aussi qui est spécifique pour le circuit. Donc, on fait encore des tests du côté de l'écurie. On n'a pas grand-chose à perdre, là, tu me diras, depuis le début de l'année avec les résultats qu'on a. Et on tente Hmm. toujours de voir si on s'en va vers le du bon côté pour la saison prochaine, c'est-à-dire 2025. Celui qui a fait le meilleur temps aujourd'hui en qualification, on l'attendait pas vraiment à cause de la séance d'essai libre. Les Ferrari avaient l'air très forts. Finalement, lorsqu'on est arrivé en qualification, on a vu que c'est pas représentatif, là, seulement une séance le matin. On a vu que les McLaren cachaient un peu cette performance-là. Et c'est Lando Norris qui a été le plus rapide avec un temps en Q3 de 1,21,0 12 et suivi de très très près là, par George Russell, les Mercedes qui continuent sur leur bon week-end. Et ironiquement, George Russell, qui a le numéro 63, était à 0,063 d'avoir la pole en qualification en shootout sprint. Lando Norris, là, présentement, est-ce que je vais trop loin de dire qu'il y a maintenant aucune pression? Ça va l'aider. Non, il y a quand même la pression du championnat des constructeurs. Je suis sûr que c'est un immense morceau et McLaren met l'importance là-dessus plus, là.
que là, il n'y aura pas le choix de vraiment finir devant les Ferrari. Là. C'était plus leur, comment dire, là, ils ont vraiment L'objectif, c'est rendu ça, là. leur objectif est une couleur, il est clair, puis ils partent en arrière de eux. Mhm. Fait que, y a-tu pas de pression? Moi, je me mettais beaucoup de pression si j'étais dans sa position. On peut pas perdre deux championnats avec, comment dire, avec En quelques l'opportunité qu'on semaines, en avait plus. de les gagner deux et c'est ça, de perdre les deux en quelques semaines. Puis c'est eux autres qui le mènent en ce moment. Là, c'est au contraire, ils n'ont pas tout à gagner, ils ont tout à perdre. Ouais. C'était pas comme l'inverse où est-ce que là, c'était Lando qui devait ramarrer Max puis avoir des meilleurs résultats que lui. Parce que là, il y avait moins de pression, moi, personnellement, je trouve, parce que même si c'est la meilleure voiture, il y a quand même il y avait un gouffre à les rapatrier. Et là, un groupe de points à rapatrier. Et là, ils mènent le championnat. Fait que là, c'est vraiment à eux de le perdre. Ils l'ont, là. Fait que moi, personnellement, je trouverais pas que ça serait l'inverse. Puis ça fait combien de temps, McLaren n'a pas gagné un championnat des constructeurs, là, maintenant? Oh Ça boy, va faire genre 15 ans, 17 ans? oh, oui, ça fait extrêmement longtemps, là. 2008? 2008, ouais, il me semble. 2008, on l'a pas eu en 2008 parce que de mémoire, 2007 d'abord, il me semble. 2007, en tout cas, même 2007, Même à ça. C'est pas tout ça. En tout cas, non. c'est peut-être même des années fin des Non, années ça fait plus 90 longtemps que si on ça. retourne là, Non, là. non, c'est avec Mika Hakkinen de mémoire, le dernier Oh champion des my God. OK, constructeurs. c'est Ouais, 98 d'abord. OK, ben ouais, d'abord, ça ouais, prouve de le point mémoire, encore plus, là. c'est ça. Ça fait. J'avais cru qu'il Ouais. avait gagné quand c'était Non, Lewis. parce qu'il y avait eu la fameuse amende là, qu'on avait regardé qu'on avait eu Oh oui! l'information. Le Donc, on avait. Spygate, ben oui, t'as bien C'est raison, ça, t'as en bien raison. 2007, ça, par exemple, on s'est fait enlever nos points. En 2008, lorsque Lewis Hamilton a Il avait remporté le gagné pas championnat. le champion. Ouais, il avait peut-être juste gagné le championnat pilote. Tout ça pour Ouais. dire, ça fait vraiment longtemps. Non, c'est ça. Et là, ben, c'est à eux de le perdre. Donc, Exact. moi, si à de quoi, là, la pression, tout ce qu'il y avait pour le championnat des constructeurs n'a pas disparu, a juste été redirigée vers celui des constructeurs. Et ça va être, mais ça va être encore, mais il y a un autre championnat à suivre encore, c'est merveilleux. On n'a pas un championnat qui est fini 8 courses avant la fin de la saison. Et c'est ça, la lutte est claire. C'est Ferrari et McLaren qui sont loin en avant. Mais si on Si Perez regarde, continue à là, avoir des P16 en qualif comme il le fait si bien, ils vont peut-être, ils n'ont pas de chance de perdre à Mercedes, mais ils vont perdre de l'argent pour le développer encore plus l'année prochaine. Ça, c'est sûr. exactement. Mais si on regarde sur ce que McLaren a besoin pour gagner le championnat des constructeurs, c'est possible de le faire au cours du week-end à cause qu'il y a une course sprint. Donc, on a besoin de quitter le Qatar avec 45 points d'avance sur Ferrari. Donc, le Hmm. scénario idéal, c'est de signer deux doublés. On est déjà en bonne position quand même avec une voiture en première position et une en troisième. Et il faut aussi remporter le tour le plus rapide. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin du côté de McLaren là, pour sortir de là avec le championnat des constructeurs. Petite parenthèse, rapidement, si tu peux te prononcer là-dessus, ça fait beaucoup jaser Max Verstappen qui disait qu'il aurait été champion du monde dans une McLaren et plus tôt. Es-tu d'accord avec ça? Parce qu'il y en a Ouais, beaucoup. Ouais. j'ai vu ça. Euh, Ben, il a raison, là. Pas vraiment surprenant, là. Il y a combien de courses que Lando a mis dans les poubelles? Verstappen n'est pas le genre de pilote à faire ce genre d'erreur-là. Je pense qu'il y en a au moins deux, trois. Euh, Fait que non, c'est pas très surprenant. Je trouve pas même pas que c'est inflammatoire comme commentaire. non, c'est ça. Ça a fait Je trouve réagir. Il y que en c'est a. juste vrai. Puis après ça, c'est pas trop aventuré du côté de Ferrari. Il a quand même dit que Charles a fait des bonnes choses, mais qu'il ne voit pas exclure qu'il n'aurait pas gagné à bord d'une Ferrari non plus. Tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont été fâchés par ça, puis Lando Norris il semblait pas d'accord, mais moi je me dis, il y a au moins 70% du temps qu'il n'y avait pas la meilleure voiture, il a quand même réussi à gagner le championnat, donc ce qu'il aurait pu faire avec une McLaren, j'ai de la misère à croire qu'il n'aurait pas gagné aussi. Ensuite, juste pour répondre, c'était bien 98 dans le championnat des constructeurs, là que le dernier Ouais, championnat des hein? constructeurs de McLaren. Donc, ça fait vraiment longtemps. Gravé. Hey, Euh, ça fait une éternité. C'est plus vieux que moi. ex- C'est vrai, là? En tout cas, fait que oui, tu aurais la chance peut-être de voir pour la première fois l'équipe Orange Papaye remporter un titre. Donc, Russell est deuxième pour la course sprint, troisième Piastri,
Quatrième pour Sainz, cinquième pour Leclerc. Déception du côté du clan de Ferrari. On pensait faire mieux. On est en compétition directe avec McLaren, donc on voulait possiblement aller chercher ces points-là. Ça ne veut pas dire que c'est perdu. Dans la course, on peut toujours voir qu'est-ce que ça va donner. Sixième pour Verstappen. Pas l'idéal, un peu un lendemain de veille pour Red Bull au grand complet. Vegas, c'était pas si loin que ça. Le temps qu'on finisse de faire le party, qu'on ramasse toutes nos choses, qu'on s'en est au Qatar. La famille est là aussi, la famille de Verstappen. On a poursuivi un peu les festivités. La voiture est pas idéale. Il a demandé des modifications là, pour essayer de corriger quelque chose. Je pense encore une fois que c'est on est sévère avec Sergio Perez, qui était encore une fois exclu de façon très prématurée dans cette séance de qualification-là. Mais il y a certains endroits, oui, Perez pourrait faire mieux, mais il y a aussi Max Verstappen qui vient fausser la donne. Je pense que la voiture Red Bull, là, il la place souvent près du top 5 ou même des fois dans le top 3. Elle a vraiment plus. Je pense pas qu'elle est On mérite pas capable. d'être là. Oh non, 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 non. c'est On ça, mérite pas à pas tous d'être les là. week-ends. 100%. Je pense qu'il y a encore l'effet Verstappen. Le sixième, il dit que c'est le maximum qu'il pouvait aller tirer, puis on le voyait dans sa façon de conduire. Puis ce qu'il a demandé aussi, c'est de corriger un peu sur son aileron avant. Il a fait ça avant les qualifications, puis il va sûrement le faire plus parce qu'il va avoir le droit de le faire après la course sprint demain. Mais il disait il souffrait trop de sous-virage en milieu de virage. Et puis Mm. on le sait là que c'est connu que Verstappen aime conduire avec la pointe de sa voiture, donc avec beaucoup de virages comme ça, il veut une voiture très sensible, il veut la sentir sous lui, donc il veut prendre des risques, la lancer dans les virages. Puis là, il trouvait que ça répondait pas assez bien sur ses standards. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir la chance de vérifier pendant la sprint. Il va sûrement pouvoir travailler. Donc ça va être intéressant de voir l'évolution de la Red Bull au cours de la prochaine séance de qualification, donc celle qui se tiendra demain après-midi après la course sprint. Donc après Verstappen, ben, Hamilton septième. Un peu surpris de le voir là. Je pensais que tu sais, quand tu vois George Russell, encore une fois, être deuxième, de voir Hamilton septième, il semblait déçu aussi. Gasly, ben, rendu un habitué du top 10, huitième. Hülkenberg, quand on parle d'habitué de top 10, ben Nico Hülkenberg, et depuis le début de la saison, c'est pas mal une position. Il va C'est toujours rester. un Ouais, résident de la résident. neuvième place là, en qualif, Exactement. là. Avec sa Haas. On va s'ennuyer de lui chez Haas. En tout cas, puis ça va être malheureux pour nous de voir Hülkenberg rouler probablement en l'arrière du peloton la saison prochaine chez Stack en attendant qu'on devienne Audi en 2026. Du côté de Liam Lawson, dixième, s'est fait effacer son temps dans la dernière séance, sinon il aurait été probablement neuvième. Donc, mission accomplie pour lui, il a réussi à devancer son coéquipier Yuki Tsunoda, qui faisait bien. Tsunoda avait des bons temps, aller jusqu'à temps que ça compte, dans le fond. Onzième Ouais. pour Alonso. Il passait des commentaires lui aussi, hein. Oui. Lui, ça, j'ai trouvé que c'était inflammatoire, par exemple. Ouais. Avec il disait il continue de m'amener des nouveaux pilotes, puis je vais continuer à les détruire, là. Ouais. Hey, le gros. Ben, Calme-toi, là. il fait campagne pour attirer l'attention. Je pense que peut-être qu'il sent qu'il est en train de lui glisser entre les doigts, même si selon moi, il devrait être le favori. C'est le choix facile pour pas prendre de risques et pas mettre en danger la carrière de d'autres pilotes ou les soumettre à une Non, il n'y a rien pression à trop perdre. énorme. Ah non, c'est 100%. ça. Il y a rien à perdre à dire ça. Ouais. Cependant, détruire, je sais pas le mot. Battre, Non, oui. non, je pense que Détruire, on se calme, là. c'est Nick DeVries, OK, mais tu sais, Ouais, Nick Duff. Daniel Ricciardo, OK, mais tu sais, c'était pas Lawson, c'est plus serré. Tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Puis dans le temps que c'était Gasly, mais c'est sûr que tu nous donnes, t'es plus jeune. Mais comme je dis, je pense que il veut attirer l'attention, mais est-ce qu'il a besoin d'aller jusque-là? Moi, selon moi, il est peut-être plus favori qu'il pense si on décide d'y aller de façon un. Il y a juste à battre Sergio Perez, puis de l'autre façon, ben si on veut vraiment protéger notre avenir du côté de Red Bull, je ne mettrais pas Lawson dans une situation comme ça. Je me suis déjà prononcé là-dessus, là, puis je Ouais, pense encore la même chose, je n'ai pas changé. Alonso, 11e. Euh, il avait hâte au week-end, il disait que ça serait positif. Il a dit ça après le Grand Prix de Las Vegas, ils ont eu beaucoup de difficultés là-bas. Il pensait que ça serait bon. 11e, je pense que il y a encore de l'amélioration, mais il est quand même. C'est sûr qu'on recule du côté d'Aston Martin. Là, à l'extérieur du top 10, c'est vraiment pas où ce qu'on pensait être l'année oh non. dernière et encore moins en début d'année. Mais avec les circonstances qu'on les a vues en fond de peloton à certains endroits, donc 11e, on est comme satisfait de ça maintenant. On doit se satisfaire de ce qu'on a. Albon, 12e, Bottas, 13e. 14e pour Stroll, ensuite 15e pour Magnussen, 16e pour Sergio Perez, je l'expliquais. Non seulement on sait que la Red Bull, la vraie position n'est pas nécessairement où ce que Verstappen la place, mais la vraie position est certainement pas 16e non plus. Puis, Ensuite, corrige-moi si j'ai oui, tort, je vais t'interrompre un petit peu, mais j'ai vu ça, un clip là, sur la chaîne de F1 là, qui montrait Leclerc et Perez se batailler puis on pense que c'est au départ de son tour oui, lancé exactement. qu'il l'a mis en 16e place. Fait
Il y a eu comme un petit peu là, de jeu mental, là, c'est plus que mental. Là. C'était Leclerc, il était littéralement dans sa transmission, puis qui empêchait de prendre l'impact de Sergio Perez au C'est sûr que ça a gêné. virage 1-2, puis il y avait vraiment un premier secteur exécrable à cause de ça. Fait que non seulement ça n'a pas aidé, mais là, c'est drôle. Ça n'a pas vraiment changé à sa tendance récente. Là. Fait Non, que, mais c'est regarde. sûr que ça a gêné Perez, mais c'est plus Leclerc qui a été gêné par ça. Perez était quand Ouais. même à l'avant. C'est sûr que quand tu as une voiture sur ton côté, tu peux regarder dans tes rétroviseurs. En qualification, c'est pas l'idéal. Tu es supposé regarder plus à l'avant. T'es pas en course, t'es pas en train de te battre envers quelqu'un. Mais encore, Non. ça a été un peu l'explication d'aujourd'hui qu'on mentionnait. Tout le monde voulait se trouver de l'espace sur le circuit là, pour éviter cette fameuse air salle-là. Il se retrouve devant Tsunoda 17e, disait pas l'idéal avec tous ces commentaires qu'il a fait. Ocon, on disait, ben, il n'y a euh, pas la même évolution que Pierre Gasly, mais de là, entre top 10 et 18e, ben, il y a un certain écart. Mais Ocon, encore là, on l'a envoyé en piste où il a décidé d'aller en piste, pas nécessairement au meilleur moment. Il était dans le trafic, donc n'a pas pu vraiment bénéficier d'un bon tour. Ensuite, Guan Yu Zhou, 19e, et Franco Colapinto, 20e. Mon cher Colapinto, bien, c'est sûr que lui, il a le volant un peu serré pour du week-end, avec raison. On lui a demandé de faire son possible. On aime bien ce qu'il apporte à l'écurie, il est compétitif, mais s'il était capable de garder 4 roues sur la voiture tout au long du week-end, ce serait déjà quelque chose de bien pour Williams. En Exact. terminant, en terminant, Jean-Christophe, je voulais te demander juste aussi une petite note pour que les gens, la course au million, hein, à surveiller. On en a parlé, oui, il y a McLaren ainsi que Ferrari. On peut quasiment exclure Red Bull là, maintenant de cette course au million-là. Vous savez, c'est 10 millions par position. On avait un article justement sur le F1 Podcast, si vous voulez lire comment fonctionne ce partage de la cagnotte pour justement en lien avec le championnat des constructeurs, mais aussi tout ce comment fonctionne le partage des revenus en F1. Donc, vous pouvez lire ça, c'est disponible sur notre page Facebook, où vous pouvez vous abonner aussi quant à être là. Eh bien, l'autre grande course au million, eh bien, se situe entre Haas, Alpine et Racing Bulls. Donc, on dit 20 millions en jeu entre ces trois écuries-là. L'écurie va être capable de sécuriser la 6e position dans les 2 dernières courses. Ben, il va mettre la main sur une grosse différence. Donc, l'équipe qui va se ramasser 8e, ben, elle va concéder 20 millions sur la table. Donc, ce qui les sépare, c'est 50 points pour Haas, 49 points pour Alpine, donc seulement 1 point de différence. Et du côté de Racing Bulls, on est à 46 points. Donc ça, c'est intéressant à voir. Là, les pilotes vont se situer où au cours du week-end, même si on ne se dispute pas la victoire. Ben, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc chaque petite position peut compter. Donc, si vous voyez là, des bagarres au milieu du peloton là, entre ces écuries-là, donc ça va être intéressant à voir. Là, il y a des gros enjeux sur la table tout au long du week-end. En terminant, prédiction pour... on va y aller pour demain, la course sprint. Qui tu penses qui va gagner cette course-là? Euh, j'ai pas le choix de penser que Lando Norris va être capable de tirer son épingle du jeu. Si Lando fait un mauvais départ, cependant, puis si j'avais à miser là-dessus, mes chances seraient très bonnes. George Russell, d'après moi, il va être capable aussi de Ouais. partir et prendre la balle au bon et de prouver qu'il est capable de le faire. Surtout en course sprint, il n'y aura pas de chance d'erreur, de rien. Fait que d'après moi, il va être capable juste de peut-être même avoir un meilleur départ. Il a quand même des bons départs, George Russell. Là. Ouais, il y a des bons départs, George. Ouais. Il est reconnu quand même pour ça. Ça m'étonne pas. C'est un virage rapide, le premier virage. C'est pas une grosse zone de freinage. D'après moi, s'il y a juste un aileron à l'intérieur, si Lando lui donne un pouce, il va prendre un mille. Ce ne Yep. sera pas surprenant de voir. Pour le reste du peloton, j'ose penser que ça va être un train. Il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. La course, cependant, la vraie course, ça va être vraiment une question de stratégie. Un peu comme à Yep. Monaco et en Hongrie, ça va être vraiment une question de quand est-ce qu'on peut faire rouler notre pilote dans l'air propre. Et ça va faire un monde de différence. C'est vraiment ce genre de circuit-là. Cependant, j'ai rien de très concret. Non, ben, Je vois pas rien de surprenant outre que Ferrari était vite en pratique, mais ça veut rien dire. D'après moi, McLaren non. ils ont mis le retard un peu là, sur leur plein potentiel, puis là, ils l'ont montré en sprint quali. Ben, en sprint, Puis, l'année dernière, ce qui nous avait causé des problèmes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de zones de dépassement. Puis après ça, on a comme ménagé les pneus. Puis s'il y a une sortie de piste, ce qui peut arriver, à cause qu'il y a beaucoup de virages et de la bagarre et tout ça, ben à ce moment-là, ça vient nous priver de beaucoup de tours. L'année dernière, je pense qu'on a eu à peu près 12 tours de course sprint. Moi, c'est vraiment pas l'endroit que j'étais excité de voir les voitures non, non, retourner là. 100%. Je pense pas que c'est une place pour faire ça. Je sais pas pourquoi on s'est tenté de le refaire.
Mais en tout cas, ça risque de voir demain. George Russell, je suis d'accord avec toi, des chances de remporter le Grand Prix. Je ne voudrais pas compter pour battu Oscar Piastri qui avait remporté la C'est sprint vrai, l'an dernier. Ça très reste à vrai. voir. Aujourd'hui, c'était peut-être moins la grande forme, mais demain, s'il y a une opportunité ou si on se bagarre un peu trop entre Norris et Russell, il y a beaucoup à gagner dans le premier virage, il y a beaucoup à perdre aussi, mais il n'y a pas énormément de zones de dépassement. Donc, c'est Oui. surtout là que ça va jouer. J'ai hâte de voir. En espérant qu'on est capable d'avoir les tours complets, qu'on voit pas la voiture de sécurité, parce que ça, c'est le gros côté que j'aime pas d'un course sprint. Aussitôt que la voiture de sécurité sort, on devrait pas comptabiliser les tours, là. C'est déjà une course, on le dit sprint, donc si on voit comme l'année passée, on se ramasse à une course sprint de 12 tours, c'est vraiment pas intéressant là, de ce côté-là. Jean-Christophe Trahan, pilote de course automobile de F2000 et de F1600. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour préparer, mettre la table pour ce week-end de course-là au Qatar et je te souhaite un excellent week-end de course. Pareillement, mon Marty. Merci encore pour tout et je te souhaite pareillement pour toi. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 29 novembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course au Qatar. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à nous suivre aussi sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.